Bienvenue au podcast En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Unique. Ça c'est clair, la musique que l'artiste avec qui je m'entretiens aujourd'hui est unique. Donc des textes lourds d'émotions, une plume légère et habile expulsée par la voix d'un cow-boy effréné qui a freiné sur la volonté de s'aimer. Non mais sans joke, pour reformuler ma dernière phrase d'une manière digestible, les textes de l'artiste vont sans doute vous toucher, vous blesser, mais toujours dans le but de guérir et de vous rendre plus opaque et résistant à l'amertume que la vie peut susciter. Son style est clair. Ce que je veux dire en fait, c'est que l'esthétique de l'album en soi est claire. Mais de le qualifier formellement sous un genre populaire, ça, c'est pas mal moins clair, on dirait. Ok, je m'essaye. On va dire que ça pourrait s'apparenter à du mumble post-country. Donc, petite tentative ici de genrer le truc. Donc, paru en 2022, l'album Bienveillance Bowling est une expérience auditive complètement unique qu'il faut écouter attentivement pour comprendre. Donc, créateur d'un univers où la poésie sort des tripes et des gencives, où l'amour mesure quelques mètres de trop et où les cowboys chevauchent des 18 roues, je vous demanderai d'accueillir splendidement Samuel Gagnon-Pitre du projet Parfois Pourtant. Comment ça va, Samuel? Ça va super bien, surtout avec cette introduction. Ça hype, hein? Incroyable. C'est littéralement la plus belle série de compliments que j'ai reçus de toute ma vie. Merci, merci pour la description. Merci pour l'invitation. Puis, je suis content. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être ici. C'est aussi que ma façon de genrer ta musique mumble, comment je dis ça? Mumble post-country. Absolument. Tu sais, nous, on utilise le terme post-country pour le définir. Okay. Anyway, de toute façon. Puis mumble, j'aime assez ça parce que ça fait, on dirait que ça fait référence au mumble rap. Exact. Puis, je sais pas si, j'imagine que tu as pu comprendre, il y a beaucoup de one-liners puis d'écriture qui s'apparentent quasiment à, des bars au final, là, tu sais. Ouais, 100%. C'est pas si éloigné du hip-hop, en tout cas, c'est drôle, mais j'aime bien ta description, je trouve ça accurate. Je trouvais ça drôle de dire mumble. Parce que, tu sais, j'étais comme, c'est pas exactement ça, parce que, actually, qu'est-ce que tu dis, on comprend tout. Ouais. Et puis, tu sais, moi, quand je disais mumble, c'est plus par rapport au fait que dans ton style de musique, la voix domine, mais la voix est comme vraiment singulière dans le sens où est-ce que genre, c'est super grave par rapport à comme le reste de la musique. Genre, tu sais, c'est assez planant, puis ta voix, les textes que tu transmets, genre, sont vraiment comme en bas, genre c'est grave, c'est comme c'est dans le fond, on dirait quasiment que c'est comme la fondation de la musique, genre. J'accepte cette perspective sur mon œuvre. Je l'accepte, je la prends. Une image vaut 1000 mots, mais une écoute en vaut tout autant. Pour illustrer nos descriptions, nous écouterons 3 extraits de Parfois Pourtant, tirés de l'album Bienveillance Bowling. La première chanson, Le temps passera. La deuxième, Mes phrases favorites. Et la dernière, Les voitures que tu jalouses. Mais le temps passera. Que je le veuille ou non. J'arrête de me battre contre les choses qui changent. Mais le temps passera. Je ne t'aime pas vraiment. J'aime seulement l'idée d'être en amour. Un horloger cassé se trompe exactement 1438 fois par jour. Festival de pêche, palais de belles mécaniques. Un traversier est un manège de 6 méthodes métriques. Il y a par défaut de l'eau sous un plan
Fait que l'album Bienveillance Bowling, ben en fait, c'est comment que ce projet-là est parti? C'était... Ben, tu sais, je sais que tu as fait pas mal de collaboration avec Thomas Dakin de Curpip pour faire exact. ça. Exact. Puis comment que ça s'est passé? Au final, ben, tu sais, ça fait longtemps que j'écris de la musique. Ça fait longtemps que j'expérimente avec le médium musical là, overall. Là. Ça fait longtemps que j'écris, mais ce projet-là, il a pris comme sa forme avec Thomas, là, tu sais, qui est de la formation Curpip, là, pour les gens qui le connaissent ou qui le connaissent pas. Allez voir ça, c'est très, très bon. C'est des musiciens vraiment éclatés puis extrêmement talentueux techniquement. Aussi également, puis admettons, tu sais, pour leur univers, eux autres, c'est plus un univers psychédélique, là, mais quand on se connaissait un peu de vue, là, moi puis Thomas, mais on se connaissait pas comme profondément. Puis c'est par la rencontre d'amis communs qu'on a appris plus à se connaître, puis on s'est mis à jouer un petit peu de musique ensemble, puis je lui ai partagé certains de mes textes / compositions. Rapidement, il a aimé ça, je pense, tu sais, puis il a embarqué dans l'univers. Puis il était vraiment partant pour enregistrer, si tu veux, comme quoi que ce soit. Là. Tu sais, il m'a dit comme ben si tu veux enregistrer un projet, moi je peux te le produire. Puis j'étais comme parfait. Puis finalement, c'est devenu un peu plus collaboratif que ça, là, tu sais, dans le sens où parfois pourtant maintenant on considère que c'est un duo relativement, là, que c'est un projet collaboratif. Co-réalisé, ouais. Ouais, exactement. Mais tu sais, même dans la musique, c'est mes textes puis mes compositions, mais au final, tout ce qui rajoute en termes d'instruments puis d'arrangement aussi, c'est tellement important. Ça fait tellement partie de l'esthétique au final que tu sais, c'est vraiment un projet collaboratif dans le sens où ça serait pas grand-chose sans lui non plus. Puis assez rapidement, on s'est mis à enregistrer. Puis on a vraiment fait ça comme à tâtons, là, petit à petit. C'est un projet qui s'est fait sous une longue durée. Puis j'imagine. Juste enregistrer petit à petit. Là, aussi même les textes, là, dans le sens où ça n'a pas été écrit d'une traite. Là, j'ai écrit comme petit à petit. Puis on a fini par finir l'album après comme 2 ans et demi, je pense. OK, quand même, mais tu sais, en même temps, je comprends que ça ait pris du temps parce que quand même un gros morceau, je pense que c'est 1 heure et quelques minutes. Là. C'est quand même un sacré projet. Si je me trompe pas, ou 1h14, c'est genre 13 chansons. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, mettons, toi, à la base, c'est quoi? T'avais des compositions, tu joues-tu la guitare ou comme un instrument? Puis, fait que tu avais comme un peu le squelette du truc. Donc, t'avais comme l'harmonie, les paroles, comme la structure, puis après ça, vous êtes comme allé mettre d'autres éléments, vous avez comme construit à partir de ça. J'imagine que vous avez modifié des affaires, veux pas. Parce que c'est deux cerveaux qui travaillent sur un projet quand même. Oui, absolument. Là, mais étrangement, la collaboration avec Thomas, ça se fait vraiment facilement. Là, on parle même pas tant beaucoup de... on passe pas beaucoup de temps à argumenter. Là. Ça semblerait pas naturel, puis si on sous-entendait pas au final qu'on comprend tous les deux l'univers. Je pense pas que ça serait possible en fait. Là. Fait que, on change des trucs, mais c'est assez naturel. Là. C'est 2 cerveaux, mais quand on est en enregistrement, je trouve que ça moi je le ressens comme un. Là, Puis si ça serait pas comme ça serait juste trop souffrant comme processus, puis je pense pas que ça m'intéresserait. Ouais, ça. Ben, t'as envie aussi d'être créatif avec l'autre personne, puis que tout soit malléable. En effet. Genre, t'as pas l'air d'être comme OK, j'ai ça, je veux qu'on fasse ça, ça s'en va dans toutes les directions, pas mal d'une tune à une autre. Ouais. Puis mettons comment que l'esthétique, ton esthétique est très très unique. Genre, c'est comment que ça c'est venu, genre c'est-tu d'emblée, c'était comme ça que t'interprétais tes propres compositions? Je sais pas, moi dans ma tête, étrangement, c'est comme avec du recul en fait que je me rends compte que c'est peut-être un peu étrange. Dans le sens où genre c'est non conventionnel. Mais dans mes yeux, à moi, un peu naïf, c'est pas si anormal que ça. Puis c'est plus, j'ai l'impression... moi, j'ai l'impression de faire de quoi de relativement consensuel. Puis c'est les autres qui me rappellent que c'est un peu bizarre. Mais non, mon esthétisme, je dirais, ça s'est construit, c'est une question de... Plus qu'une question d'influence, je pense que c'est une question de perspective. Là. Mm-hmm. Moi, en art, c'est plus comme ça que je perçois ça, dans le sens où, oui, on est le résultat comme d'un amalgame d'influence, ça c'est vrai. Là. Puis, les gens qui disent qu'ils créent à partir de rien,
ou qui créent vraiment, je sais pas, là, sans influence, je les crois pas, là, ces gens-là, c'est impossible. Tout découle de quelque chose. Oui, évidemment, mais je pense que c'est au-delà des influences, c'est plus important d'avoir comme une genre de perspective claire sur, ça va paraître très large, mais sur la vie en général, puis ensuite tu essaies de l'appliquer à une œuvre, là. Dans le fond, moi j'ai essayé de transcrire la façon que je perçois juste à peu près tout. Là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que l'album avait un caractère quand même sombre, là, mais pour moi, il y a beaucoup aussi d'humour, puis de double sens, puis d'ironie aussi, là, puis de sarcasme, puis d'un regard quand même amusé là, sur le monde. J'espère que ça perce également. Là, mm-hmm. Ben, tu sais, il y a quand même des tournures de phrases qui font rire, des façons de verbaliser qui font rire, mais c'est tout le temps comme en dépeignant un peu une réalité qui parfois est quand même sombre là quelque part parce que quand même en effet. ouais, je suis vraiment d'accord avec toi par rapport au fait de comme tu sais c'est vraiment un regard sur le monde qu'il faut que t'aies pour être capable justement d'après ça comme créer de l'art puis faire en sorte que ça transcende quelque chose tu sais que t'as vécu genre. C'est dans le sens tu peux pas juste genre composer comme ça bang bang. Ben c'est de cette façon-là je trouve qu'on en fait d'aller au-delà de l'imitation de tes influences, parce qu'on aime tous des œuvres incroyablement fortes, puis des fois on a envie de faire exactement la même chose que ce qu'on apprécie, mais après pour être en relation avec notre esthétique personnelle, ben en fait faut développer une méthode, je crois, qui est comme adéquate avec sa perspective sur le monde. Là. Je sais pas si c'est extrêmement clair, là. Ça fait un peu philo-boboche, mais c'est comme ça que je le perçois. Hein. Mm-hmm. Toi, mettons dans la vie, parce que tu sais, là, t'as ta musique, mais t'as les textes aussi, y a-t-il quelque chose qui est venu avant l'autre? Je dirais, généralement, j'écris les textes en même temps que la musique. Ah ouais, okay. Dans le fond, souvent, genre, j'ai ma guitare, là, c'est comme pas mal ça, mon instrument, là, moi. La guitare que je joue je dis que c'est mon instrument, mais je suis un piètre musicien en passant, là, je sais pas si tu le savais. Mais je suis un mauvais guitariste en plus d'être un mauvais chanteur techniquement, tu sais. Là. Ouais. Mais t'es bon pour justement transmettre quelque chose, puis ça fait de toi un musicien qui, selon moi, est bon, tu sais. Ouais, ben merci, c'est gentil. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'ai ma guitare, puis généralement, les squelettes des chansons vont souvent ensemble. Là. J'ai de la misère à écrire de la musique sans paroles puis écrire des paroles sans musique, souvent, il faut que ça aille en même temps. En tout cas, pour commencer une chanson. Ensuite, souvent, comment j'écris, j'essaie d'écrire à chaque jour, globalement, là, au moins, j'écris pas beaucoup en longue forme, là, tu sais, comme des textes linéaires, là. J'écris comme en liste d'idées, là, en genre de points. Ça, je sais pas, là, c'est peut-être je suis peut-être juste héritier du monde contemporain, là, dans le sens où on a de la misère, on a moins de temps d'attention, puis mais j'aime beaucoup aussi l'idée de la synthèse, là, de réussir à synthétiser des idées. Fait qu'à chaque jour, j'essaie d'écrire au moins 2-3 phrases, c'est comme lignes que je trouve clever ou qui dépeignent un sentiment là, d'une façon un peu plus synthétisée. Puis ensuite, généralement, j'essaie des assembler de façon relativement cohérente en l'intérieur de chansons que j'ai déjà commencées. C'est généralement comme ça, mon processus. Ah, c'est cool. Mais tu sais, tu dis genre, que ça a un peu... Tu sais, c'est très... idée après idée après idée après idée. Absolument. Mais je trouve quand même, dans ta musique, t'as quand même par chanson assez comme une ligne directrice, puis peut-être pas une ligne directrice, mais plus comme une émotion globale qui appartient comme à une pièce. Puis à partir de ça, ben là, toutes les idées que tu t'en vas comme placer quasi comme en bloc Lego, comme tu mentionnes. Exact. Ça va quand même dans la direction de la pièce. Fait que, oui, ça peut sembler comme si tu vas d'idée en idée, mais il y a quand même une cohérence qui fait en sorte que la tune transmet quelque chose de cohérent, genre. Oui, absolument. Puis rendu là, c'est peut-être plus proche du processus des recueils de poésie, là. Dans le sens où ça veut pas dire que c'est... Le processus d'écriture, parfois, est un peu all over the place, mais le processus d'assemblage, c'est là que tu crées comme la cohérence ou que tu échoues, en fait, à créer la cohérence. C'est là que je trouve que, justement, comme tu dis, là, comme des blocs Lego, là, c'est comme... Tu peux faire de quoi d'abstrait, mais tu peux aussi faire de quoi de complètement figuratif en assemblant des idées qui ont
les lignes qui ont des cohérences entre elles. J'ai écouté l'entièreté de ton œuvre, puis j'ai juste pour mettre un peu au courant les auditeurs, tu sais, comme un peu l'esthétique du truc, j'ai juste pris des passages, en fait, que je vais juste lire, en fait, pour que les gens puissent comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière Samuel. Donc, ça, c'est tiré de la chanson Creuser mes cernes, qui est la première chanson de l'album. Donc, ça va comme suit. On se fait du mal comme ça se peut pas. On se tire d'un jambes, on se coupe la langue. Dis-moi, c'est qui le premier qui va se pendre? Je suis tellement écœuré de penser à tout, d'essayer de mettre les bons mots sur mes doutes. Le temps me fait subir le supplice de la goutte. On s'entend-tu qu'on va ranger la confiance pour un bout? Quand même, c'est assez lourd quand même comme... Ouais, celle-là, Celle-là... c'est drôle que tu aies choisi celle-là parce que je dirais que c'est cette chanson-là avec laquelle j'ai comme la relation la plus difficile, je dirais. Dans quel sens? Dans le sens où je dirais que c'est la chanson qui est le moins cachée. Tu veux dire qu'elle est la plus explicite, genre? Ouais, dans le sens où il y a littéralement, tu sais, il y a certaines phrases qui sont... il y a quasiment une absence de poésie, je trouve, dans celle-là, là, c'est la plus crue. Là. Elle a cette qualité-là, mais elle a aussi justement, ça a un côté ultra vulnérabilisant. Là. C'est une chanson que Thomas m'a convaincu de garder. Pendant longtemps, j'ai voulu genre l'enlever, carrément. C'est quand même la première de l'album, en plus. Là. Ouais, absolument, en plus. C'est ça. Au final, on l'a gardé, puis non seulement on l'a gardé, on l'a assumé jusqu'au bout, puis on a dit c'est la première chose que le monde va entendre, puis s'ils veulent rester pour le reste de la ride, ils vont rester, puis s'ils veulent arrêter là, c'est bien correct aussi, je comprends absolument. Là. Comme un centre de tri, genre. Ouais, exactement, c'est comme... Écoute la première tune, let's go, on est parti, genre. Absolument. On est parti où? J'arrête ici. Ouais, bye. Mais t'es dans quel état d'esprit, tu sais, quand t'écris ça? Genre, tu sais, qu'est-ce qui te fait comme réfléchir de cette façon-là? T'as-tu comme un background, quelque chose qui te... qui t'a mené à, tu sais, ce genre de texte-là, tu sais? Ouais, tu veux dire au niveau de l'écriture ou au niveau des sentiments? Surtout au niveau des sentiments. Là, évidemment, ça, c'est... cette chanson-là a été écrite... c'est la première chanson qui a été écrite de l'album. Ouais, c'est la plus vieille chanson. Cette chanson-là, le sentiment, évidemment, là, je pense que c'est assez clair. Là, c'est du relation étrange et rupture difficile un peu. Là. Et ce sentiment-là, là, c'est un sentiment relativement commun que tout le monde peut avoir, je crois, là, dans ce genre de situation. Ouais, dans des relations. Là, c'est juste... Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est juste le rejet, l'acceptation, la séparation, tous ces trucs-là qui font partie de la fameuse expérience de la souffrance humaine. Puis j'ai juste écrit ce que je pensais à ce moment-là. Aujourd'hui, évidemment, il y a des moments où je suis comme, tu te dis, c'est sûr, c'est des mots assez rough là, qui te représentent, mais bon, ça fait partie aussi du processus artistique là, d'accepter que ça fige dans le temps des moments qui sont pas nécessairement les plus rayonnant de ta personnalité. Là. Ouais. Mais justement, c'est figé dans le temps, comme tu dis, puis toi, ça te laisse aussi comme un souvenir, tu sais, de comme ces émotions-là, ce moment-là, genre. Fait que, tu sais, malgré le fait que ça te représente pas nécessairement aujourd'hui, c'est quand même beau d'avoir écrit ça, puis d'avoir fait de l'art à partir d'une émotion qui, à la base, était comme... C'est une bonne façon de décrire nior. C'est ça l'émotion. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, j'en ai un autre passage d'une autre chanson. Puis là, j'aimais surtout la façon, dans cet extrait-là, où est-ce que tu dépeins des trucs que tout le monde comprend. Là. Ouais. Donc, ça va comme suit. J'aime le bruit des enfants qui pleurent au restaurant, car il me semble honnête. Ceux qui envient l'éternité, savent-ils vraiment ce qu'ils veulent? Les gens qui se noient le font le plus souvent seuls. J'ai fermé les rideaux, resté à la maison, avoir le pouvoir de choisir les saisons, paraît que le monde est beau. Ouais. J'aime le bruit des enfants qui pleurent au restaurant, car il me semble honnête. Moi aussi, je l'aime bien, ça là. J'étais assez content. Je suis actuellement content que tu le soulignes, je crois. Toi, tu y vois quoi là-dedans? Je suis curieux. En fait, moi, c'est surtout le fait que, tu sais, encore une fois, ça passe d'idée en idée, comme on mentionnait précédemment. Tu sais, c'est juste comme le retrait
de la contemplation que tu peux avoir sur un monde qui est juste complètement normal, genre. Tu sais, c'est des réflexions que tu peux avoir sur... Tu sais, les gens qui se noient le font le plus souvent seuls. Tu sais, c'est comme percutant par rapport à genre ceux qui envient l'éternité. Parce que, tu sais, si tu envies l'éternité, ben c'est comme pour toujours être. Est-ce que si tu es pour toujours, est-ce que tu vas être comme... toujours entouré, si t'es le seul à comme... Tu sais, c'est comme... Il y a ce système de confrontation-là que je trouve super intéressant dans justement ces bars-là de cette chanson-là. Ben, merci, je suis content, oui. Ben, en effet, admettons, tu sais, l'idée de... Je suis content que tu soulignes ça aussi. Ben, pour moi, c'est de quoi j'essaie de faire, là, d'avoir... J'aime les œuvres, généralement, qui ont une cohérence. Puis il y a différentes façons d'obtenir une cohérence artistique. Tu sais, ça peut être de façon sonique, là, tu sais, ça sonne tout pareil, ou des fois, c'est une question de perspective. Puis j'essaie d'avoir une perspective observatrice, hein, sur l'écriture. J'espère que ça fonctionne, évidemment. Mais la perspective, le but, c'est d'avoir comme les mêmes lunettes sur plein de choses différentes, tu sais, au final. Puis l'idée que, admettons, j'aime le bout des enfants qui pleurent au restaurant car il me semble honnête, ben je sais pas, ça vient du fait que moi je sais pas pour toi, mais moi j'aime bien les enfants, tu sais, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui ça les énerve là, au plus haut point d'entendre un enfant pleurer, puis ça les chicote, puis ils sont comme ça me gosse tellement. Mais tu sais, au final, beaucoup, je crois, de nos actions négatives là, dans nos vies, là, en fait, là, ça vient... on vieillit, tu sais. Puis quand on vieillit, une partie du passage à l'âge adulte, je crois, c'est comme apprendre à prendre sur soi. Là. C'est comme, tu vas prendre des émotions, tu vas les garder en dedans un peu, puis tu vas apprendre à être un être juste acceptable et qui sait vivre en société. Puis ça veut dire ne pas exprimer ses émotions quand on les ressent souvent, puis tu les prends, puis tu les enfouis en toi. Et alors que l'enfant qui pleure, mettons... C'est ça, en fait, quand tu fais ça, t'es malhonnête. Puis à force de garder des émotions négatives en dedans, au lieu qu'ils sortent de façon comme claire et compréhensible pour les autres, ils vont sortir souvent tu vas devenir comme un peu rancunier, bizarre, puis ils vont sortir de façon tout croche au lieu de sortir de façon, je sais pas, là, tu sais, tu pleures une fois, c'est fait, c'est fini, tu sais, c'est passé. Les enfants, quand ils sont tristes, ils pleurent. Quand ils sont heureux, ils crient de joie. Quand ils trouvent ça drôle, ils rient. Il y a ce côté-là que j'admire, genre, chez l'enfant, tu sais. Chez les enfants, j'aspire à ça, de réussir à trouver ce niveau de vraiment d'être absolument transparent comme ça. Je trouve ça magnifique, tu sais. Ouais. Puis actuellement, tu te sens-tu... Parce que, tu sais, je veux dire, transmettre tes émotions comme le ferait, mettons, un enfant, c'est quelque chose qui, pour toi, aujourd'hui, est évident? Ou est-ce que, tu sais, ça passe tout le temps par comme le médium de la musique pour justement comme exprimer comment tu te sens, ou comme dans la vie de tous les jours, tu t'en sors? Ben, je pense... Je sais pas si je peux juste parler pour moi, mais j'ai l'impression, évidemment, là, c'est impossible. C'est impossible. Moi, je me sens comme un petit être... tout pris, tu sais. Et souvent, justement, je pense que l'art, c'est une bonne façon de sortir ça, mais j'essaie d'être le plus honnête possible, mais évidemment, c'est un échec retentissant tous les jours. Ouais, je comprends ça. Genre, t'essaies de faire de ton mieux, t'essaies de comme exprimer comment tu te sens, mais il reste tout le temps que... les gens ne peuvent pas comprendre absolument, genre, l'émotion exacte que tu peux ressentir. Des fois, c'est super simple, c'est juste... C'est ça. J'ai toujours pas trouvé de solution à ce problème-là. Toi, tu étudies en cinéma aussi. Absolument, ouais. T'as fait, tu sais, comme de la réalisation de vidéoclips et compagnie. Mais juste avant ça, avant d'aborder ce nouveau sujet-là, je me demandais si t'avais des anecdotes ou tu sais, comme des affaires qui sont passées, qui sont cocasses dans le processus de création de l'album, tu sais. Plein de choses, en fait. Je sais pas, on dirait, tu sais, c'est comme je te dis, le processus, il a pris tellement, tu sais, ça a pris longtemps, puis aussi, étrangement, on a eu le temps de comme évoluer et changer là, au travers de l'album, là, mais si je peux, je sais pas si c'est tant une anecdote, là, mais en fait, si je peux juste te donner une idée un peu de comment l'enregistrer, là, c'est quelque chose d'anecdotique là-dedans. Dans le fond, moi, j'habite en ce moment à Montréal.
Puis on a commencé l'enregistrement de l'album à Montréal également. Quand Thomas habitait à Montréal, il y avait un appartement, puis il avait arrangé une de ses pièces, son salon, là, qui était comme... d'ailleurs, cet appartement-là était un véritable mess. C'était dégueulasse. C'était pas le mien, c'était le sien. Et le salon était comme arrangé en genre de mini-studio, dans le fond. Ouais. On a commencé à enregistrer là. Les 2 premières pièces de l'album ont été enregistrées à Montréal dans le salon Hochelaga, et qui est Creuser mes cendres puis Les voitures que tu jaloux. C'est les 2 tunes qui ont été enregistrées à Montréal. OK. Puis ensuite, Thomas, il était... qui est Saguenayen aussi, puis moi aussi d'ailleurs. Il a décidé de redéménager à Jonquière puis de retourner s'installer en région. Fait que là, il y avait comme... mais on s'était entendu de faire le projet, donc là, il y avait comme... De continuer, ouais. Il y avait comme 4h30 qui nous empêchait de 4h30 de route qui nous empêchait d'enregistrer. Fait que dans le fond, on enregistrait sur quand même des petites périodes. Fait qu'à chaque fois que j'enregistrais, je faisais 4h30 de route pour aller m'enfermer dans un studio au fin fond du rang Saint-André à Jonquière, où il n'y a aucun réseau. Il n'y a aucun réseau téléphonique. Le studio, il était là, dans un garage au fond d'un rang. Une fois qu'on avait quelques chansons d'enregistrer, puis il fallait que je retourne à Montréal, je reprenais mon char, je faisais 4h30 de route, puis je retournais. Fait que l'album, il m'a coûté cher de gaz. Tu sais, y a-tu une influence, justement, tu sais, comme tu parles quand même pas mal, tu sais, comme 18 roues, puis tu sais, comme tu sais, comme la voiture est quand même genre présente dans... Absolument. J'imagine, est-ce que l'inspiration provient aussi un peu de... Oui. de ça? Oui, absolument. J'ai fait beaucoup de routes, puis je fais juste beaucoup de routes en général aussi. J'ai passé à travers 3 chars durant cet album. Ouais. Fait que, évidemment, en plus, aussitôt que j'allais enregistrer, je faisais comme le 4h30 de route. J'arrivais, puis souvent, je débarquais directement au studio avec des gros guillemets, là, on s'entend, là, c'est un home studio. L'endroit où on fait la musique. Ouais, c'est ça. Alors, je débarquais là, puis je venais de me claquer 4h30 de route. Fait que, genre, l'image, tu sais, l'esprit puis l'image d'être sur la route puis de faire du char, et effectivement, là, ça a un gros... ça l'impactait toujours la musique, là, tu sais. Ouais. Ben, il y a ce côté-là, tu sais, on the road. Ouais. Mais je trouve que ça fait très, justement, cowboy du 21e siècle, genre. Ouais, exact. C'est comme parcourir le territoire à bord de son cheval à 4 roues, genre. Absolument. Ben, je suis content que tu dises ça. C'est un peu ça le but, au final, c'est d'utiliser des codes esthétiques un peu comme datés, là, puis un genre qui est associé avec plein de clichés, puis d'essayer de le rendre... honnête, premièrement, là, de l'adresser de façon honnête, là, de pas faire un pastiche, là, de pas dire ben moi j'ai un cheval, puis c'est pas vrai. T'sais. Ouais. Ça serait niaiseux, c'est d'adapter les codes de façon contemporaine puis personnelle pour que ça soit contemporain aussi. Là, Mais l'esthétique, mettons justement country, country-ish que t'abordes sur ton album, ça vient d'où? Juste un amour du genre, premièrement, depuis que je suis jeune. Mon papa écoutait beaucoup de country à la maison. Les classiques, là, Johnny Cash et compagnie. Caillouche aussi, mon père est un gros fan de Caillouche. Il y a ça, donc. Quand j'ai découvert un peu plus vieux, dans le fond, quand je me suis mis à m'intéresser juste à la musique en général, je vais me permettre de dire là, avec un caractère plus alternatif ou artistique, là, tu sais. T'es plus propre à toi, là. Ouais, ben sans dénigrer la musique populaire, là, en général, là, juste pour dire que quand je me suis mis à justement le diguer dans des choses un peu plus genre particulières, uniques, artistiques, j'ai découvert qu'il y avait un penchant du country aussi qu'on pourrait qualifier de... Tu sais, il y a le country alternatif, le indie rock avec des grosses influences country aussi dans les années 90. Aussi, j'ai appris à découvrir les gros... j'ai aussi tombé en amour avec les gros classiques, là, tu sais, John Prine, Tom Vincent, etc. aussi. Fait que j'ai The Byrds aussi, le country rock. Là. The Byrds, ça a une grosse influence également. Fait que ça l'a toujours comme... C'est juste un genre qui m'a suivi, en fait, là, tout le temps, dans le fond. Que ça soit dans sa forme classique ou dans sa forme alternative, je trouve qu'il y a toujours eu du country qui me parlait puis qui a été dans
dans ma vie depuis que je suis tout petit. Là, on va faire du pouce avec... parce que moi, j'ai envie d'aborder le fait que tu fais... Je sais que tu as fait des vidéoclips, t'étudies en cinéma, c'est pour ça que je disais ça. Tu sais, par exemple, tu as fait vidéoclip Vendoux, la pièce Nectar. Ben là, c'était co-réalisé, en fait, je pense. Ouais. Si je m'abuse. Puis la chanson Chocolat de Willy Graham. Puis j'étais allé voir les vidéos. L'esthétique est complètement mongole. Genre, c'est magnifique. Tu trouves? Ouais. Moi, je les trouve corrects. Ben, ça veut dire qu'il y a place à l'amélioration dans l'œil de l'artiste. Ouais, ben, j'ai une pratique plus aussi. J'ai des courts-métrages là, qui sont pas qui vont sortir, là, qui sont plus proches, admettons, de mon style, je dirais pur, là, mais merci, je suis content que tu aimes les vidéoclips. Ouais, moi, c'est vraiment comme le genre de fait d'avoir comme une histoire en parallèle de la musique, genre. Ouais, puis comme l'esthétique, tu sais, la façon que c'est filmé, les zooms, les plans, je trouve que c'est tellement esthétique et tellement le fun à regarder, genre. Ben merci, c'est gentil. C'est qu'est-ce qui différencie, mettons, ce type d'enregistrement-là versus, tu sais, mettons, les courts-métrages que tu fais plus? Bon, c'est sûr que, tu sais, il y a un côté commande, là. On s'entend dans ce clip-là. Tu sais, tu fais une œuvre pour représenter l'esthétique d'un autre artiste, qui est de quoi qui peut être super le fun. Mm-hmm. Fait que, évidemment, ça demande de faire des compromis dans ta pratique, des compromis dans ta méthode, des compromis dans ton esthétisme. Puis il y a des choses qui fonctionnent, puis il y a des choses qui fonctionnent pas. Il y a des trucs que t'aimes, puis des trucs que t'aimes moins. Tu sais, au final, c'est essayer de plaire à toi, de plaire à l'artiste, de plaire des fois au label aussi, etc. Tu sais. Mm-hmm. Tout dépendant de la commande. Là. Je pense que c'est ça la grosse différence. C'est que genre il y a un côté neuf, mais c'est un produit aussi. Tu sais. Je pense que ça a ce côté-là, le clip. Ouais, je comprends la nuance. Puis, tu sais, il y a des clips incroyables, mais généralement, je dois avouer, là, tu sais, j'écoute beaucoup de films, j'écoute beaucoup de musique, mais je regarde pas beaucoup de clips, tu sais. J'ai pas une grosse affection pour le médium du clip. Fait que c'est un peu bizarre que ça soit comme un peu ce qui est disponible genre publiquement là, en termes de mon travail. Là. Ça ressemble à quoi, mettons, les projets courts-métrages sur lesquels tu travailles en ce moment? C'est plus proche, c'est plus du... ben, tu sais, il y a ces éléments-là dans le sens où les clips sont tournés en 16 mm, tu sais. Puis je travaille aussi juste en pellicule, en fiction, dans mes fictions également, tu sais. Mais je dirais que c'est plus lent, c'est plus contemplatif, puis il y a aussi c'est moins théâtral, là. Mes courts-métrages sont plus héritiers de la tradition du réalisme puis du naturalisme. Puis, tu sais, mettons, ces contrats-là que tu as eus avec les artistes comme Willy Graham puis Vendoux, c'est comment que tu te fais approcher pour faire ces affaires-là? Comment tu comme conceptualises le truc? C'est quoi le processus créatif de ça aussi? Là, ça fait un petit bout. Tu sais, je dis contrat, là, mais on s'entend, là, on n'a fait aucun argent avec ça. On n'a pas vraiment, tu sais, je dis contrat puis commande, mais ça reste comme, on était vraiment, tu sais, je dis on parce que c'est co-réalisé avec un de mes amis, là, c'est les clips, là. Mais on était vraiment content de le faire. Puis également, tu sais, je dis commande, tout ça, mais au final, c'est des projets où on se sent c'était très comme ami avec l'artiste. Là. Il y avait pas on garde ça quand même à la bonne franquette. Là. Moi, je suis pas trop intéressé à tout ce qui est comme cinéma en grosses lettres lumineuses. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Ouais. Tout ce qui est genre très industrie. Là. Je préfère garder les petites équipes. On se prend... on fait de notre meilleur. Là. On fait de notre mieux. Mais ça veut aussi dire de comme rester... comme humble et compagnie. Là. Donc, tu sais, la façon qu'on s'est fait approcher, Willy Graham... Je m'en rappelle même pas. Des amis communs ou quelque chose de la sorte? Ouais, j'imagine. Mais Willy Graham, je vais t'avouer que je me rappelle même pas. Puis ensuite, Vendoux, ben, c'est qu'il avait fait il y avait un featuring sur la tune du premier clip. Je pense qu'il avait dû... Ça avait comme mis en contact, tu vois. C'est ça. Fait que, puis il était comme, voulez-vous me faire un clip à moi? Fait que là, on a dit oui et on l'a fait. Puis également, je tiens à dire que une des raisons pour laquelle, justement, je dis que c'est pas mes affaires préférées, c'est aussi que c'est les 2 premières fois où je travaillais avec de la pellicule. Avant ça, je travaillais en numérique. Donc, il y a aussi ce côté-là où que, genre, aujourd'hui, je vois ce qui est comme
Puis encore là, tu sais, je continue à faire des trucs, puis à chaque fois, on veut s'améliorer, puis je vais probablement détester ce que je fais en ce moment dans 5 ans, mais là, je vois beaucoup de choses que, tu sais, je regarde ça, puis je vois ce que je ferais différemment, puis comment aujourd'hui je travaillerais différemment avec le médium, puis etc. Mais ça faisait partie du processus d'apprendre. Ouais, je comprends. Puis c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu sais, comme éventuellement pour d'autres artistes, pour ces mêmes artistes-là, pour un genre de musique en général, comme faire du vidéoclip, c'est quelque chose qui te tente ou... Oui, ben c'est drôle que tu dises ça parce que je suis en train on tourne le vidéoclip le 4. Février. Fait que, ouais, j'en tourne un là dans pas longtemps. Et oui, l'épisode il a été enregistré il y a quand même déjà un petit moment et c'est la vie. Puis, mais là, c'est ça. Dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est au final, je suis intéressé de faire du vidéoclip, mais avec des amis plus, justement des bands ou des projets des gens qui sont proches de toi. Ouais, qui sont proches de moi, exactement. Puis aussi, quand j'ai relativement carte blanche, dans le fond. Là. Mm-hmm. Comme ça, tu sais, parce qu'au final, on met beaucoup de temps puis beaucoup d'argent là-dedans, puis fait que ça vaut pas la peine de le faire pour de quoi qu'on est comme à moitié content. Là. Mm-hmm. Fait que là, on le fait justement pour Curepip. On fait un vidéoclip très bientôt. Ah, cool. Ça devrait être pas pire. Donc, entre le moment où nous avions cette discussion-là et le moment où vous écoutez actuellement le balado, le vidéoclip que Samuel a réalisé de Curepip est présentement disponible. En fait, il est sorti, c'est sur YouTube. Donc, c'est la chanson Mouvement du band de Curepip, co-réalisé par Samuel. Puis, c'est ça, je vais mettre le lien en description de tous les vidéoclips dont nous avons discuté. Donc, allez voir ça. Puis, c'est toi qui as fait le visuel aussi pour ton album, si je ne m'abuse? La pochette? La pochette, ouais. Non, j'ai fait la pochette du single, mais j'ai pas fait la pochette de l'album. La pochette de l'album, j'ai fait le design dessus. Okay. Mais la photo a été prise par une amie photographe que j'adore énormément, qui s'appelle Maëlie. Vous pouvez aller la voir. Maëlie quoi? Boulanger. Incroyable photographe. C'est quoi, mettons, la signification que ça a? Parce que juste pour mentionner la pochette de l'album, c'est comment dire, c'est comme un truc d'agriculture où est-ce que comme c'est le grain qui passe sur un genre de toboggan inversé qui plus ça tombe, plus ça fait comme une pyramide de grains, genre. Exactement. Ben en fait, c'est. Je sais pas si ça a un nom là. Oui, c'est dans une carrière. Dans le fond, c'est dans une carrière. C'est un concasseur dans le fond de. Peut-être que quelqu'un va me dire c'est pas vrai là, mais je suis pas mal certain que c'est un concasseur puis là c'est un rouleau, tu sais. Genre, dans le fond, tu mets des plus grosses pierres, puis ça devient du grain plus fin, donc du sable. Tu sais. Ouais. Puis c'est comme une genre de pyramide de sable, dans le fond, puis tu vois comme le toboggan, si on veut, qui amène ça. Ouais, ben c'est pas mal ça. C'est quoi c'est comme qu'est-ce que ça évoque par rapport, ouais? Premièrement, je voulais de quoi de géométrique, tu sais. Mm-hmm. Je voulais de quoi que je pouvais regarder de proche autant que de loin. Tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu cette théorie-là à propos des drapeaux des pays. Là. C'est juste, c'est très large, mais genre au final, le principe de base de la plupart des drapeaux, c'est que ça soit aussi visible et reconnaissable si tu les vois d'extrêmement loin que d'extrêmement proche. C'est pour ça que c'est souvent simple. Ben, ça, c'est une base de design aussi. Là. Ouais, mais en tout cas, je me suis comme inspiré de ça. Là. Puis je me suis dit, OK, si je vois l'album, la pochette en carré tout petit, j'aimerais pouvoir comme me dire, ah oui, cet album-là, tu sais. Ouais, genre tu sais que c'est celui-là. Là. Ouais, 100%. Exactement, tu sais. L'aspect pratique. Ben, pour vrai, ben oui, absolument. C'est par après là, que j'ai commencé comme à me dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cette pochette-là? Puis au final, je me suis dit qu'il y avait comme, dans ma tête à moi, il y a deux... Je l'interprète un peu de deux façons, mais tout le monde peut l'interpréter comme il veut. Là. C'est comme une montagne de sable. Donc, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui a été creusé. Tu sais. Mm-hmm. Fait que la perspective, pour moi, c'est un peu comme... ça serait comme soit la vision de quelqu'un qui a creusé comme un énorme trou, un peu comme creuser sa tombe, d'une certaine façon, là, qui regarde l'espèce de tas de sable. Mais c'est aussi, pour moi, c'est aussi de l'espoir parce que c'est une montagne qui va vers le haut. Là. C'est super simple comme idée, là, mais il
pour moi, il y a ces deux côtés-là. Là. Il y a le côté genre creuser, puis il y a le côté aussi de pouvoir s'élever. Là. C'est super binaire, pas très compliqué. Puis également, je vais devoir avouer, c'est également une référence à un autre album que j'aime extrêmement beaucoup, qui s'appelle American Water de Silver Juice, qui a une forme géométrique très, très, très similaire dans la pochette. Fait que c'était un peu un clin d'œil à ça. Ah, mais là, je vais juste de penser aussi, tu sais, il y a un peu l'aspect, c'est comme country, cowboy, cow, ferme. Ah, ben oui aussi. Toboggan de grain. Ben oui, il y a un côté, ben oui, en effet, il y a un côté esthétique aussi purement juste plaisant qui est, tu sais, je veux dire qu'on a pris la photo, on l'a pas overthink, là, c'est après là, qu'on fait les interprétations. Quand on crée, on fait juste comme, je sais pas, là. Ouais. On fait juste faire confiance à notre instinct. Ouais, je comprends ça. Puis sincèrement, je trouve que c'est une des pochettes qui va le plus droit au but, selon moi, et qui est 100% magnifique également. Ben merci, c'est très, très gentil. Je vais faire le message. Puis, d'où provient le titre de l'album? Oh là là! Parce que le bowling, c'est un petit peu moins cowboy quand même. Un peu moins, hein? OK. Au début, là, le projet s'appelait pas Parfois Pourtant. Au début, ça s'appelait Bowling. Bowling. Tout simplement, je te jure que ça s'appelait comme ça. Et, genre quand t'as commencé à comme composer les chansons et tout, genre, c'était comme l'orientation que t'allais vers. Ouais, ça s'appelait Bowling, ou même quand il y avait Thomas, là, au début, pendant un bout, c'était ça le nom du projet. Par un moment donné, ça l'a muté. Mais j'étais extrêmement attaché à ce mot-là pour une raison que je n'arrive pas à expliquer. Et durant le processus de composition aussi de l'album, je suis devenu absolument obsédé par le concept de la bienveillance. Okay. De façon un peu maladive. Juste ce que ça sous-entend, est-ce que c'est une perspective de vie adéquate? Est-ce que c'est... En tout cas, j'ai beaucoup pensé. Dans le fond, la question, c'est est-ce que la bienveillance suffit? Tu sais? Pour moi, c'est ça ma question. Et finalement, à un moment donné, je suis venu avec cette idée-là d'un endroit, là, tu sais, un endroit qui serait un salon de bowling là, qui s'appellerait le Bienveillance Bowling. Puis j'étais comme, ça serait un endroit où on pourrait... J'étais comme ça, c'est un endroit qui pourrait exister, dans lequel je me verrais absolument vivre 24/7. Dans la bienveillance et les quilles. Ouais, ben je sais pas exactement ce que ça veut dire, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. C'est comme c'est une question de absolument un feeling, là, puis j'ai aucune idée de ce que je veux dire avec ça. Bien honnêtement. C'est comme un endroit fictif qui existe dans ma tête dans lequel je me sens un peu bien. T'as-tu une appartenance, comme un sentiment d'appartenance au bowling ou quelque chose? Ou... J'aime bien jouer au bowling, premièrement. Puis deuxièmement, mon père, c'est un ancien champion de bowling. Donc, pas sérieux. Absolument très sérieux. OK. Fait que c'est quelque chose qui te suit depuis quand même un bail quand même. Là. Ouais, c'est juste, tu sais, c'est là, tu sais. Ouais. Et aussi, j'ai quand même quelque chose d'absolument fantastique là, avec un salon de bowling. C'est un loisir, en même temps d'être quasiment un bar, tu sais. Ouais. Puis d'être également un restaurant. Je veux dire, moi, un endroit où je peux m'amuser, c'est de prendre un verre, puis manger une poutine avec des amis, généralement, j'ai du fun. Ouais, je comprends ça. Puis en même temps, ça peut mal virer aussi les quilles. Ah, ouais. Moi, perso, ça m'est déjà arrivé que ça vire mal qu'on se fasse kick-out parce que justement, on est un petit peu trop sa brosse puis qu'on a un petit peu trop de fun avec les lourdes boules qui font du bruit. Là. Absolument. C'est arrivé à tout le monde, ça, je pense, de se faire... si tu t'es jamais fait sortir d'un salon de bowling, est-ce que tu existes réellement? Tu me rassures parce que j'ai l'impression que c'était peut-être juste nous qui étions turbulents, mais si ça arrive à tout le monde, je me sens mieux un peu. Tout le monde a déjà lancé une boule dans l'autre allée. Que ce soit exprès ou pas. Là. Ouais. Ou c'est comme le truc dans lequel la boule elle revient, genre, il y a comme plein de petits balais qui font en sorte que ça revient, puis là, tu te mets la main là-dedans, puis ouais, ben il y a trop de choses. C'est que au bowling, il y a juste trop d'éléments qui te donnent envie de get crazy. Absolument, je sais pas. Ça donne envie de devenir coquin, tu sais, de faire des farces et des attrapes. Puis tu disais quelque chose d'intéressant par rapport à est-ce que la bienveillance suffit? Je suis un peu curieux de connaître ton opinion par rapport à ça. C'est quoi la réflexion?
Ben, au final, c'est pas super compliqué, mais dans le sens, c'est qu'on est tous limités. Hein. C'est parfois, on essaie de faire le bien. La bienveillance, c'est juste genre, c'est l'intention de faire le bien, mais si t'as pas les connaissances pour faire le bien, t'as beau vouloir avoir toute la volonté d'être une bonne personne, ça se peut que ça se peut que ça fonctionne pas, tu sais. Mais j'ai quand même cette pensée un peu naïve, là, puis si ça s'avère faux, je sais pas, ça me ferait de la peine dans le sens où c'est ma pensée naïve du monde là, de me dire généralement la plupart des problèmes qu'on vit au quotidien là, en tant qu'humain, là, puis je parle pas de tout ce qui est d'ordre structurel et social, là, évidemment. Là, je veux dire, il y a des choses qui nous dépassent absolument là, dans les structures dans lesquelles on vit. Mais dans nos rapports humains, je pense qu'en général, si tu es bienveillant, ça règle 80% des problèmes. Là, ouais. Ben, c'est c'est super simple. Là. Agis sur une personne qui fait en sorte que la personne, elle se sent bien. Tu as un échange comme ça. Toi, ça te fait sentir bien. Et cette personne-là, tu sais, veux pas, quand quelqu'un se sent bien, ben, le bonheur collectif, lui, augmente. Puis, si une personne se sent bien et que toi, par exemple, tu te sens mal, ben, si la personne qui se sent bien, bang, elle a de la bienveillance envers toi, ça fait juste uplifter tout le monde, genre. Ben, en tout cas, j'ai cet espoir-là. C'est pas au final, c'est pas très profond. Là. C'est vraiment c'est l'idée que justement le monde est tellement compliqué, il doit bien avoir quelque chose qui règle, bien avoir une attitude qui dirige dans une direction potable. Là. Puis là, j'étais comme la bienveillance, là, ça doit au moins faire une bonne partie de la job. Alors ça vient un peu de là. Sur une note un petit peu plus loufoque et absolument. Rigolote, là, moi j'ai entendu parler d'une théorie. Une théorie musicale que toi et des amis aviez. Oh mon Dieu, j'ai pas. Qui constitue 5 grandes catégories de musique. Il n'y a que 5 grandes catégories de musique. Oh mon Dieu. Deux musiques. Il y a 2 catégories de musique qui ne sont pas de la musique et une catégorie de musique qui n'est absolument rien. T'as-tu envie de nous expliquer un peu qu'est-ce que se cache derrière cette théorie? Écoute. Ça me laisse quasiment aussi perplexe que toi. Okay? Cette théorie-là, elle ne vient pas de moi. Elle vient de mes bons amis musiciens à moi. Si je me trompe pas, les 5 genres, c'est pédale. Il y a la house. Il y a la house. Il y a l'afrobeat. Attends un peu. J'ai l'impression de te faire passer un test de mémoire au primaire. Oui, non, mais c'est à cause que là, tu me pognes. Mais genre, c'est tellement drôle cette affaire-là. C'est de la house, de l'afrobeat, du Black Sabbath. Black Sabbath qui est un style musical apparemment. C'est un style musical. Black Sabbath, c'est un style musical. Ensuite, il y a le dub et la bossa nova. Le dub et la bossa nova. Ensuite, il y a de quoi qui sont des semi-styles, si je me trompe pas. Il y a le country. Ouais. Oups. C'est ça. Exactement. Fait que moi, c'est pas de la vraie musique ce que je fais. Semblerait-il, ouais. Ouais. Puis il y a de quoi qui est absolument pas de la musique et c'est post. Non, il y a le post, c'est vrai, puis il y a de quoi qui est absolument pas de la musique. Parce qu'il y a 2 styles qui sont pas de la musique et il y a un style que c'est juste rien. Genre, c'est comme si c'était trop noir dans l'univers, genre. Ça, c'est du électro-swing. De l'électro-swing. J'aime ça que tu aies mis la main sur cette théorie. Bravo, félicitations. Je l'avais déjà entendu parler, puis j'étais genre... Il y a un podcast à avoir des... Sujet. C'est pas sérieux? Absolument. Il passe, c'est tellement ridicule. C'est quoi dans le podcast? Les 5 vraies choses qui existent. Puis ils passent des chansons, puis à chaque chanson, ils vont dire c'est quel genre. Puis admettons... je sais que le premier épisode commence, puis c'est la tune du générique de Caillou. Puis ça leur prend 3 secondes. Ils disent en même temps, si je me trompe pas, ils disent en même temps dub. Caillou dub. J'aurais vraiment aimé ça que le générique de Caillou soit considéré comme du Black Sabbath. Ouais, en effet, moi aussi. Mais en tout cas, oui, non, c'est drôle que tu aies mis ça. Ouais, c'est mes amis qui ont théorisé ça. Mais mettons si on considère que le country et le post ne sont pas des styles musicaux, toi, tu te considères comme quelle branche de musique entre la house, le afrobeat, le bossa nova, le dub ou le Black Sabbath?
Moi, j'ai une petite idée, mais je le dis pas. Black Sabbath. C'est ce que je pensais aussi. Black Sabbath, come on. Il y a des petites saveurs, Black Sabbath. Puis sur chaque album de Black Sabbath, si je ne m'abuse, il y a pas mal toujours une tonne un peu folk, là, tu sais. Ouais, ben, ils ont de l'harmonica des fois. Ouais, absolument, sur le premier. Là, ça commence. Ouais, c'est absolument Cowboy de l'enfer. Là. Cool. Puis, mettons, si je te pose une question plus personnelle, c'est quoi, mettons, ton plus grand accomplissement dans ce projet-là, qui était parfois pourtant? Hey, c'est une bonne question. Genre, où est-ce que tu t'en vas avec ce projet-là? Là? Je peux répondre en 2 temps là, avec ça. Premièrement, juste le terminer, pour vrai. Là. Genre, c'est niaiseux, là, mais il y avait tellement de choses qui jouaient contre nous là, pour ça. Je veux dire, on a fait ça avec aucun argent. On a fait ça aux 2... On était tous les deux quasiment, je sais pas, à 2 coins du Québec. Là, puis on a tendance à être dur à être rejoignables les deux, mutuellement, Thomas et moi. Donc, qu'on ait réussi à mobiliser tout le monde, puis même des musiciens extérieurs, justement, pour venir nous aider un peu de temps en temps, puis qu'on finisse par le finir. Là. Moi, il y a des moments où j'y croyais pas. Après, je l'ai écouté, tu sais, comme extrêmement souvent le projet avant qu'il sorte. Après qu'il soit sorti, j'ai juste arrêté d'écouter parce que c'est trop souffrant, je pense. Mm-hmm. Genre, écoute, pas dans le sens que les textes ou whatever me fait tant mais que tu peux plus toucher, genre. Bon, c'est ça, c'est l'idée que genre chaque fois que je l'écoute, je me dis, je changerais ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, puis là, tu te juges, puis au final, tu fais de l'art pour justifier un petit peu d'être en vie, là, tu sais. Mm-hmm. Et comme, voici, j'ai essayé de faire ça en espérant que ça se sente moins honteux d'exister. Fait que c'est sûr que c'est fâchant des fois de regarder, d'écouter ses œuvres puis d'être comme, il me semble, j'aurais fait ça différemment. Fait que j'essaie de pas trop l'écouter. Puis également, admettons, où est-ce que ça s'en va? Ben, on va prendre le temps qu'il faut, mais on va en faire un deuxième. Oh yeah! Tranquillement, je suis dans l'écriture du deuxième. Ça va prendre un petit moment parce que ça me prend longtemps à écrire. Ouais, je comprends. Surtout que c'est des projets qui sont quand même de grande envergure. Là. Je comprends que ça doit prendre le temps de mûrir, ça doit prendre le temps de prendre l'air pour justement faire un produit qui est à la hauteur de qu'est-ce que tu as envie de faire. T'sais. Ouais, également, puis aussi d'avoir de pas faire exactement la même chose. Tu te laisses le temps d'avoir une perspective différente sur l'existence. C'est un peu large, mais ça reste que j'essaie je me dis, je dirais quelque chose quand j'aurai quelque chose de nouveau à dire quand j'aurai l'impression, en tout cas, là, d'avoir réalisé des nouvelles choses, d'avoir une perspective un peu différente sur ce que c'est de marcher sur cette magnifique planète. Pleine d'embûches et de réflexion. Je comprends ça. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir participé à ce podcast-là. C'est hyper apprécié. Comment on fait pour te suivre, écouter ta musique? Comment ça se passe? On est partout, comme tout le monde. Yeah. Dans le sens, on est sur les plateformes de streaming. Que vous pouvez nous écouter là-dessus si vous voulez pas qu'on fasse de l'argent anyway. Sinon, on est sur Bandcamp, évidemment, qui est, je considère, la meilleure. Qu'on fasse de l'argent. Si vous voulez acheter l'album, c'est là que ça se passe, que ça fait du sens. De plus, à mon avis. Également, moi, j'ai un compte Instagram. C'est pas mal lien que là-dessus que je pose puis que je fournis des informations. C'est vous pouvez trouver là, Samuel Terripit ou Parfois Pourtant. C'est la même chose. Et on est sur rien d'autre. Globalement, là, c'est pas mal ça. Là. Les infos et la musique. Puis sinon, écoutez si ça vous tente. Puis écoutez pas si ça vous tente pas. Aussi simple que ça. Merci beaucoup, Samuel. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te remercie beaucoup. Là. Yes, ciao. Ciao.